Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Au sommaire, les sinistrés de Sainte-Marie, toujours en attente d'une indemnisation, 2 ans et demi après les pluies torrentielles qui ont provoqué des glissements de terrain et détruit près de 150 maisons. L'actualité marquée par ces émeutes partout en France suite à la mort par balle du jeune Naël, des feux de poubelle à Batelière-Chelcher hier en Martinique et en Guyane, un homme tué par balle en marge d'une manifestation pour dénoncer la mort du jeune homme. Le séminaire collège de Fort-de-France qui fête aujourd'hui ses 170 ans, 600 personnes attendues ce soir pour célébrer et honorer cet établissement emblématique. Pour finir, clôture de saison pour Tropique Atrium avec un concert gratuit demain en salle Aimé Césaire. C'est Manuel Césaire, le directeur de Tropique Atrium, qui sera l'invité du journal. La cité aux Anames a eu chaud la nuit dernière, des feux de poubelle allumés par une dizaine d'individus, peut-être un phénomène de mimétisme par rapport aux émeutes sur le territoire national suite à la mort par balle du jeune Naël. Pour l'heure, rien n'est confirmé. En revanche, en Guyane, un homme est décédé la nuit dernière, une balle perdue en marge d'une manifestation locale pour dénoncer le meurtre du jeune homme. Notre correspondant était sur place hier soir. Écoutez son récit. C'est ici, juste derrière moi, qu'a eu lieu le drame dans cette nuit de jeudi à vendredi avec un homme victime d'une balle perdue. Il a été touché alors qu'il était dans son domicile. L'homme est décédé, son pronostic vital était engagé. Et puis quelques minutes après, nous avons appris donc son décès. Les circonstances de ce drame, il y a eu des échauffourées un peu partout dans le chef-lieu de Cayenne, mais également à Kourou et dans d'autres villes de la Guyane. Alors juste à côté, un quartier sensible, le quartier de Montlucas. Le coup de feu serait parti donc de ce quartier sensible suite à une intervention des forces de l'ordre. Alors que les forces de l'ordre se repliaient, eh bien un coup de feu a été entendu, cet homme a été touché et il est donc décédé. Notez que cette nuit a donc vécu ce drame. Il y a eu également des interpellations. 3 jeunes ont été interpellés dans ce quartier sensible de Montlucas et on rappelle que la Guyane s'est embrasée et que ces émeutes sont en écho au drame, aux émeutes qui se déroulent actuellement dans l'Hexagone suite au décès à Nanterre de ce jeune Naël. Et en Ile-de-France, ce sont des symboles de l'État qui ont été pris pour cible. Des bâtiments incendiés à Aubervilliers, une dizaine de bus brûlés. Le récit de Diane Changler, Éric Pelletier et Baptiste Lègle. Une boule de feu et des crépitements. Des explosions successives qui en pleine nuit terrifient les habitants. C'est un dépôt de bus à Aubervilliers qui vient d'être attaqué au cocktail Molotov. Et voici le résultat. Des carcasses de cendres. Une douzaine de véhicules détruits. Les passagers et les usagers ont ce matin du mal à encaisser. On a l'impression d'être en guerre en fait. Vraiment. Hein. C'était horrible. Ça a brûlé pendant au moins 2 heures quoi. Et ça bombardait de tous les côtés, ça criait, on voyait les gens courir dehors. C'est pas normal quoi. Parce que c'est nous qui payons tout ça et voilà, on n'aura pas de bus pendant un moment. On a d'autres moyens de se faire entendre. Hier soir, c'est encore à Nanterre, dans le quartier de Naël, que la première étincelle s'est embrasée. Une banque est incendiée. Les habitants de l'immeuble ont à peine quelques secondes pour réagir. On appelle la mairie ou chacun s'est débrouillé? Non, on va appeler l'assurance. Au début, nous, on pensait que c'est des casseurs qui essayent de rentrer dans l'immeuble. On n'a pas oublié ouvrir la porte. Mais après, je sais qu'il y a du feu, il y a du feu. J'ai pris les enfants, on a couru, on a descendu. On n'a même pas pris des habits. Et la nuit se poursuit, rythmée par les affrontements, les provocations, les ripostes. Le blindé de la BRI se ferait un chemin au milieu des barricades de feu. Et cela dure jusqu'à 4 heures du matin. Toute la nuit, à Paris et en banlieue, plusieurs bâtiments publics sont pris pour cible. Dans le 20e arrondissement, un centre des impôts. Plusieurs mairies, comme celle de Clichy, sont attaquées. Au total en France, près de 200 bâtiments publics ont été visés pendant cette 3e nuit d'émeute. Voilà, et réunion de crise au sommet. Le président de la République a réagi ce matin au cours d'un conseil interministériel. Écoutez sa réaction. Les 2 nuits que nous venons de vivre
relève d'une situation qui est absolument inacceptable et injustifiable. Parce que rien ne peut justifier la violence, surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics, à des mairies, à des commissariats, à des écoles ou à organiser des pillages contre des commerces. Rien ne le justifie. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. L'enquête sur la mort du jeune Naël avance. Hier, le policier présumé tireur a demandé pardon à la famille. C'est ce qu'a rapporté son avocat. Et la mère du jeune homme s'est aussi exprimée. Manon Bougo, Madji Kiad et Mathieu Birba. Au cœur du cortège, la mère de Naël hier après-midi qui remercie les milliers de personnes venues la soutenir. Quelques heures avant la marche, elle s'est livrée dans un entretien télévisé enregistré. Pour elle, il n'y a qu'un seul coupable. J'en veux pas à la police. Vous n'en voulez pas à la police? J'en veux à une personne, celui qui a enlevé la vie de mon fils. Il n'avait pas à tuer mon fils. Il y avait d'autres manières de le faire. Il n'avait pas à tuer mon fils. Une balle, si près de son torse. Non, non. Dans cette interview réalisée dans le bureau de son avocat, elle fait part de sa peine immense. Des mots poignants quand elle évoque les circonstances dans lesquelles elle a appris le décès de son enfant. On me laisse pas voir mon fils. J'arrive, je demande si il est mort. Le policier me dit... Je tombe. Je crie, je tombe. Mais elle ne précise pas que c'est eux qui ont tué mon fils. Elle espère que la justice sera vraiment ferme. Le policier, lui, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Selon son avocat, il demande pardon à la famille de la victime. Il n'a jamais voulu tuer quelqu'un et c'est parce que la voiture avance sur lui que son arme remonte et qu'il fait un tir létal. Lui, il visait vers le bas, il voulait toucher l'individu vers le bas de manière à ce qu'il stoppe la voiture. Il n'a jamais voulu tuer quelqu'un. C'est pas un tueur, mon client. L'avocat du policier a annoncé qu'il allait faire appel du placement en détention provisoire de son client. Retour en Martinique. Souvenez-vous, c'était en 2021. Des pluies torrentielles avaient provoqué des glissements de terrain à Sainte-Marie. Plusieurs maisons totalement détruites. Eh bien, 2 ans et demi après, les 150 propriétaires concernés n'ont toujours pas été indemnisés. Hier soir, la sous-préfecture de Trinité leur présentait les dernières études de sol. Le reportage de Delphine Bess et Marc-François Calmot. À Sainte-Marie, les études se suivent et se poursuivent. Et dans les familles relogées en attente d'une décision, les nerfs sont à vif. Mais pour les techniciens, l'ampleur du travail est immense. Analyser le comportement des eaux souterraines et les mouvements du sol ne se fait pas à la hâte. Aujourd'hui, on a trouvé des solutions de confortement qui restent encore à préciser, à confirmer. On affine nos études justement pour pouvoir diminuer les coûts, optimiser les travaux. Ce sont des phénomènes complexes, les glissements de terrain, qui nécessitent des études complexes pour apporter les bonnes réponses. Et donc nous sommes aussi en lien avec nos prestataires, nous respectons les délais et surtout il s'agit de faire les choses bien et avec sérieux pour avoir les réponses les plus sérieuses à apporter parce que les enjeux humains sont considérables. À ce stade des études, le montant des travaux pour sécuriser les quartiers des Roses et Épineux sont évalués à 8 millions d'euros. L'inquiétude des propriétaires est de savoir si l'estimation de leur maison par le domaine public justifiera un tel investissement, car ce n'est pas garanti. En fait, aujourd'hui, ce qu'on met en balance, et c'est ce que prévoit la réglementation du fonds Barnier, c'est qu'on met en balance justement le coût estimatif des travaux de confortement, si éventuellement on doit les faire, avec la valeur des biens. L'équation est toute faite, c'est-à-dire que si le coût des travaux est supérieur à l'estimation des biens, forcément, on part vers des acquisitions amiables ou des évacuations en totalité. Quartier Épineux, Marie-Jeanne et son époux avaient construit cette villa de 110 mètres carrés pour y passer leur retraite. La maison n'a pas beaucoup souffert, mais ils ont interdiction d'y résider. L'expert, je pense que c'est un expert, il m'a dit vous avez une belle maison. J'ai dit mais j'espère qu'elle va être évaluée à sa juste valeur. Et jusqu'à présent, vous ne savez pas? Non, on ne sait pas.
Et le terrain, vous pensez qu'on pourrait vous en proposer combien du mètre carré? J'ai aucune idée, mais 20 ou 30 euros, non, pas possible. Et comment vous sentez à tous les deux depuis novembre 2020? Ben là, on ne vit pas, on ne vit pas. Les demeures encore viables pourront-elles être confortées un jour? Si oui, lesquelles? Et à défaut, les familles seront-elles dédommagées à la valeur d'avant ou d'après la catastrophe? Les sinistrés de Sainte-Marie ne sont pas encore prêts de retrouver le sommeil. Et dans l'actualité sociale, un préavis de grève d'une partie du personnel du Grand Port Maritime a pris effet hier. Sur la liste des revendications des deux syndicats, CGTM et CNTPA, la mise en application des accords de l'année dernière, entre autres les promotions internes, l'organisation du travail et un dernier point, le départ du président du directoire du port, du Grand Port Maritime. Mais les syndicats ajoutent que ce n'est pas le point le plus important et surtout que le port n'est pas bloqué. On écoute Rodrigue Gabour, le délégué syndical CNTPA, Coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés. Il est au micro d'Irène Emounid. On ne peut pas dire que le port est bloqué. Les accès du port sont libres. Il y a de la livraison de marchandises parce que le personnel CMA n'est pas concerné. Ils font la livraison, ils font de la livraison. Le personnel docker qui est là, ils sont présents. Il y a simplement le personnel du Grand Port qui conduisent les portiques, les fameux portiqueurs, qui ont peut-être appuyé sur la pédale hier après-midi, qui n'ont pas traité un navire. Aujourd'hui, il n'y avait pas de bateau de prévu. Vous ne verrez pas d'activité ou quoi que ce soit. Mais la question va se poser pour ce week-end samedi, parce qu'il y a la fameuse banane à charger. Et il faut que M. Villageois commence à réfléchir. Parce que la banane risque de rester là. Effectivement, on a déposé un préavis parce que des accords NAO de 2020, 2021, 2022 ne sont pas mis en application par M. Villageois. Deuxième journée de plénière pour l'Assemblée de Martinique. Sachez en bref que le conseiller exécutif Nicaise Moroz a présenté un dossier relatif à la mise en œuvre d'un contrat territorial de transition et d'engagement agroécologique. Avec ce contrat, la collectivité entend accompagner à titre expérimental les exploitations de taille modeste. Objectif, soutenir l'installation d'agriculteurs utilisant moins de produits phytosanitaires. Les détails de cette plénière, évidemment, dans nos prochaines éditions. Direction la Guadeloupe où Olivier Michel, le monsieur croisière du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, était face à la justice. L'homme et son épouse devaient répondre de détournement de fonds publics. Plus d'1 million d'euros auraient été détournés. Il comparaissait hier matin devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le point avec Eric Stimfling. Le système était bien rodé. Pendant 10 ans, Olivier Michel a établi des fausses factures au nom de prestataires étrangers après des salons professionnels auxquels il participait en tant que directeur du pôle croisière et nautisme du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. L'homme a ainsi détourné plus de 1,1 million d'euros. L'argent était ensuite dissimulé parmi la vingtaine de comptes bancaires ouverts, notamment dans des banques américaines au nom du couple, mais également de ses 3 enfants. Un environnement familial qui a valu à l'épouse d'Olivier Michel de comparaître ce matin aux côtés de son mari pour répondre de faits présumés de recel d'escroquerie et de blanchiment aggravé. Le ministère public a requis 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à l'encontre d'Olivier Michel, 1 an avec sursis pour son épouse et l'obligation de rembourser solidairement les sommes détournées. J'estime que les demandes du procureur ne tiennent pas compte d'un certain nombre de réalités dans ce dossier, comme je l'ai exposé, tant du point de vue du fonctionnement général de l'Office du tourisme et de ses dysfonctionnements qui m'apparaissent évidents dans cette affaire, que de la personnalité des prévenus qui, au-delà de ce dossier, sont des personnes qui n'ont jamais eu ni de casier judiciaire ni de passé judiciaire. L'audience a démontré que le prévenu avait ou excellait dans l'art de la dissimulation. Il a dissimulé pendant des années. Vous savez, une fausse facture, quand c'est lui-même qui à la fois émettait la facture et qui donnait le bon à valider, c'est très difficile à contrôler. Mais il a fallu qu'il fasse une erreur. Comme dans tout, quand vous avez un parcours délinquant, à un moment donné, vous chutez. Vous glissez d'abord et vous chutez. Et en réalité, c'est parce qu'il n'a pas voulu arrêter spontanément. C'est parce qu'il y a eu une erreur dans un IBAN que finalement la supercherie a été découverte. Le tribunal a mis sa décision délibérée au 13 juillet prochain.
Actualité beaucoup plus réjouissante maintenant. L'Université de Sciences, Technologies et Environnement en fête hier. 140 étudiants ont reçu leur diplôme entre cris de joie et rêves d'un avenir dynamique pour la Martinique. Le récit d'Irénée Mounid et de Marc Balsa. Un lancer de chapeau façon université américaine pour récompenser leur parcours scientifique, licence et master. Ce 29 juin est donc jour de fête pour 140 nouveaux diplômés. Licence physique-chimie est Madame Cadet Martineau. Félicitations. Je prévois de poursuivre un master MEF, master des métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, dans le but de valider une agrégation. Gwenaëlle, en maîtresse de cérémonie, ne cache pas sa joie. Des questions très faciles pour amuser la galerie. Je suis diplômée, oui, je suis contente. On a galéré. En fait, lors de ma remise de diplôme en L3, j'étais la seule à venir avec un chapeau, avec une copine à moi. Et le doyen, il a aimé l'idée. Et depuis ce jour-là, on fait un atelier de confection des chapeaux. Comme vous avez pu le voir, chaque étudiant a son propre chapeau. Des parcours jonchés d'embûches, la crise sanitaire et son lot de désagréments a laissé des traces. La vie d'étudiant est loin d'être tous les jours rose bonbon. On est contente aujourd'hui. Oui, très contente. C'est un grand défi pour moi d'avoir réussi cette licence plus tôt. En 2020, j'ai fait une immersion en français sur le campus en fait, avec le programme Élan. Et puis j'ai commencé ma licence en septembre 2020. J'aimerais être ingénieure biomédicale, mais je prends mon temps, je commence avec les sciences de la vie et puis je vais m'intégrer dans ce parcours, ce projet de travail, carrière. Cette année, je suis arrivé de la Côte d'Ivoire. J'ai intégré la formation licence de mathématiques ici à Martinique. À vrai dire, je ne savais pas que j'allais être major de promotion, mais bon, avec les encadreurs qu'on a eus, les responsables du département, voilà, la qualité des cours dispensés a fait que j'ai été major de promotion. Ça a été difficile au départ? Oui, au départ, ça a été très difficile vu qu'on vient de l'extérieur et tout, il fallait s'intégrer dans l'île. Des scientifiques très au fait de l'actualité, sargasses, brume de sable ou encore chlordécone pour des recherches plus approfondies l'année prochaine. On aura l'exemple de l'ouverture de la deuxième année du master sciences de la matière, donc master de chimie et de physique qui justement est adossé au laboratoire L3MA qui justement touche en recherche aux questions de chlordécone, de sargasses. Donc on a eu il n'y a pas longtemps la soutenance d'une thèse justement sur la question justement des sargasses et ce sont des problématiques qui touchent justement notre UFR. Des vacances bien méritées pour ces jeunes maintenant et des parents qui commencent à voir le bout du tunnel. C'est ce soir que la Martinique affronte le Panama dans le cadre de la Gold Cup à Miami. Une victoire et la sélection pourrait souffrir un peu plus le chemin de la qualification pour les quarts de finale. Les joueurs de Marc Colla abordent la rencontre avec une confiance renforcée. Écoutons Jordan Timon. Déjà on sort de 3 victoires, je dis 4 parce qu'on a eu un match amical contre Guyana, donc on sort de 4 victoires consécutives, donc c'est vraiment de bon augure pour la suite et donc ça ne peut que nous mettre en confiance, même si le Panama ça reste un gros morceau sans vouloir les sous-estimer, mais on y va et football plaisir et voilà, satisfaire le public martiniquais surtout. Excusez-moi. Concert de clôture de saison de Tropicatrium demain. Concert gratuit à la salle Aimé Césaire avec Raz Daniel, Chris Combette. On devrait voir quelques images. Kali, Patrick Jean-Élie, Hip Hop Bocaille. Voilà, on vous laisse écouter quelques extraits. Je suis prêt. Et notre invité pour en parler, Manuel Césaire, bonjour. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes donc directeur de Tropique Atrium. Merci d'être avec nous. Donc un concert de clôture, on l'a vu, avec une belle affiche demain. Finalement, cette saison 2023, elle a été comment? Quel bilan en tirez-vous? Elle a été dense, elle a été singulière, comme toutes les saisons, elle ne se ressemble pas, mais je revendiquerais peut-être une dose de normalité après les 2 années de pandémie. Donc on a retrouvé quand même un rythme et des modalités de propositions artistiques à destination du public, voilà, un peu plus habituelles, en tout cas au niveau de l'organisation. Vous avez retrouvé du moins le niveau de fréquentation de 2019? Alors, là aussi, on pourrait jouer sur les mots, parce que durant cette pandémie, comme nous avons maintenu notre activité et que nous étions en ligne, nous avons touché un public qui allait bien au-delà des frontières de la Martinique, par le biais donc du numérique et de la mise en ligne des spectacles. Bon, maintenant, effectivement, sur le public en présentiel, c'est cette saison qui a commencé en septembre 2022 et qui s'achève demain, 1er juillet 2023, où nous avons pu à nouveau accueillir durant toute une saison du public, sans jauge restreinte, sans couvre-feu ou autre contrariété, sans masque, voilà. Et donc, demain, nous marquons la fin de 10 mois de musique, de danse, de théâtre, de cinéma, d'art visuel, des formations, des résidences, des accompagnements, de territoires en culture, c'est-à-dire les manifestations. Nous étions au Marigot la semaine dernière, au Saint-Esprit, à Sainte-Luce, voilà. Parce qu'on rappelle aussi que c'est l'une de vos priorités, aller aussi vers les communes rurales, apporter la culture. Parce que nous sommes conscients que, vous savez, un Martiniquais, une Martiniquaise qui travaille dans l'agglomération du centre, qui rentre chez lui ou chez elle en fin de journée, après avoir pris 1h30 d'embouteillage, a peu de chances de revenir à Tropique Atrium. Voilà. Donc, aller dans le territoire, c'est permettre simplement à la population martiniquaise, c'est contribuer, en tout cas, permettre à la population d'avoir accès à un champ culturel et artistique assez large. Saison, latitude. Pourquoi? Avec une scène surtout locale. Alors, pourquoi ce titre? Alors, voilà, l'attitude, c'est-à-dire ici et là. Donc, notre saison, elle est composée à la fois de 60% de programmation, je dirais, martiniquaise. Alors, mais martiniquaise vivant ici, ou de la diaspora martiniquaise, naturellement. Et puis 40% ouvert sur l'international, la Caraïbe, le continent africain, indien, voilà. Et donc, pendant vraiment 10 mois, je crois que nous sommes allés de la Réunion à l'Inde, du Burkina au Sénégal, de Cuba, de France, des États-Unis, du Canada. Enfin voilà, c'était un grand voyage parce que le public martiniquais, la population martiniquaise n'a pas à souffrir de son insularité. Et tout Martiniquais ne peut pas forcément prendre un billet d'avion et n'a pas à prendre un billet d'avion pour aller voir son artiste préféré ici ou ailleurs. Ramener la culture auprès des Martiniquais. Exactement, mais nous ne sommes pas seuls. C'est ce que le CERMAC fait. D'ailleurs, historiquement, nous nous arrêtons demain parce que nous laissons la place au CERMAC et au Festival culturel de Fort-de-France et qui aussi, dans cette même démarche, invite un certain nombre d'artistes du monde entier pour permettre à la population martiniquaise de suivre l'actualité culturelle mondiale. Alors, et très rapidement, demain, ce concert gratuit. Oui, alors gratuit parce que c'est comme un peu la fête de début de saison, c'est la fête de clôture de saison. Donc on se retrouve avant de se dire au revoir, bonnes vacances, et avant de se retrouver en septembre. Donc c'est 3 concerts. C'est d'abord Ras Daniel, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Donc Ras Daniel, accompagné de toute l'équipe musicale de Don Shorty. Nous aurons les images que vos téléspectateurs viennent de voir. Donc c'est ce trio très original qui est en résidence à Tivoli, à Terre d'Art. Donc Chris Combette, Kali et son banjo, Patrick Jean-Élie. Donc on est vraiment qui revisite tous les 3 leur répertoire respectif. Et puis Hip Hop Bocaille sous la direction de Nicolas Nelzi, mieux connu comme Negmatnik. Donc voilà, ces 3 concerts, le fil conducteur sera Didier Duguay, conteur que nous connaissons très bien. Manuel Césaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On rappelle que vous êtes le directeur de Tropique Atrium, et puis sans doute à demain. À demain à partir de 17h. Merci beaucoup.
Le séminaire collège fête ses 170 ans cette année, une école remplie d'histoire. D'ailleurs, 600 personnes sont attendues pour célébrer l'événement et rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour le développement de cette institution. Le reportage de Raphaël Luce et de Fabienne Léonce. Des milliers de Martiniquais sont passés par cette institution. Depuis le 1er juin 1853, le séminaire collège Sainte-Marie occupe une place importante dans notre société. Mais cet établissement n'a pas toujours été implanté à Fort-de-France. Au départ, il était à Saint-Pierre. Et c'est en fait au lendemain de l'abolition de l'esclavage que le premier évêque de la Martinique, Monseigneur Le Herpeur, dans une volonté en fait de redresser le clergé martiniquais, décide d'ouvrir une école qui accueillerait en fait des garçons blancs et noirs issus de toutes conditions sociales. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, qu'on n'a pas forcément relayé dans les archives, mais le séminaire collège à Saint-Pierre a été la première école en fait à accueillir des enfants noirs, des petits garçons noirs après l'abolition de l'esclavage. Dans cet établissement, quelques 1600 élèves, de la maternelle au lycée, suivent un enseignement général et religieux. Une singularité pour l'équipe encadrante, elle accueille des élèves venant de tous milieux sociaux et inculque de nombreuses valeurs. Esprit d'ouverture, la liberté, la créativité, et puis les valeurs chrétiennes que sont le partage, l'amitié, l'application dans le travail, dans tout ce qu'on fait. Surtout de faire des femmes et des hommes responsables, capables d'œuvrer et de faire grandir tout un chacun dans leur pays et de rayonner à travers le monde. Depuis sa création, cet établissement privé s'applique à transmettre un enseignement rigoureux qui est essentiel pour se diriger vers la réussite. Ces 170 ans d'existence seront fêtés en présence de personnalités. Parmi les 600 personnes attendues, de très nombreuses sont d'anciens élèves. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle le titre principal. Il s'agit des sinistrés de Sainte-Marie qui sont toujours en attente d'une indemnisation. 2 ans et demi après les pluies torrentielles qui ont provoqué des glissements de terrain et détruit plus de 150 maisons. C'est un reportage que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site martinique.lapremière.fr. Je vous souhaite une excellente après-midi sur les antennes de Martinique La Première. Ce soir, c'est Christelle Sivat qui aura le plaisir de vous présenter l'édition du jour.